Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. Internet et objectifs de développement durable. Quel rôle des blogueurs dans la promotion d'un Internet neutre et plus accessible? Et investir dans les entreprises numériques sont entre autres des sujets abordés lors du 3e sommet Afrique Activiste. Ce sommet a eu lieu à Abidjan du 11 au 13 novembre dernier pour apporter des solutions au développement et la gouvernance de l'Internet en Afrique. À quel niveau se situe aujourd'hui le continent africain quant au développement d'Internet? Et quelles innovations dans le monde du numérique pour le développement du continent? Les réponses dans cette émission. Et nous recevons 2 experts du continent africain. Il y a Cheikh Fall qui est président de Afrique Activiste. Bienvenue, Cheikh Fall. Bienvenue. Merci. Akwaba. Merci Bonjour. également. Vous êtes expert en développement du numérique et vous nous venez du Sénégal. C'est ça. Bienvenue en terre ivoirienne. Merci. Syriac Bogou, expert consultant en digital. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Avec vous, messieurs, nous allons parler du développement d'Internet en Afrique. Justement, vous êtes des experts dans le domaine. Commençons par le président Cheikh Fall, qui nous vient du Sénégal. Comment est-ce qu'au Sénégal, vous êtes organisé? Quand on parle du numérique, on sait déjà que Africtiviste réunit la société civile, des blogueurs, des experts du domaine. Et vous êtes au niveau du continent, mais au plan local. Ça se passe comment? Ça se passe un peu à l'image de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en Afrique, nous avons le même schéma un peu partout, avec des utilisateurs qui se regroupent en communauté de valeurs et en communauté de bonnes pratiques et qui se supportent. Après, à côté, nous avons les institutions qui doivent prendre les décisions et ensuite accompagner la mouvance, mais on sent qu'il y a un déséquilibre, un fossé qui existe entre ceux qui doivent dicter la politique et ceux qui sont au cœur de la machine du numérique et qui sont dans l'innovation. Pour nous, Africtivistes, notre siège se situe à Dakar, mais on est présent dans 40 pays au niveau du continent africain, ici à Abidjan, ailleurs aussi au niveau du continent. Mais l'ambiance est un peu similaire et que, voilà, au Sénégal, c'est la communauté qui porte l'innovation et qui porte plus ou moins cette marche vers la révolution digitale. Nairobi devait accueillir le 3e sommet Afrique Activiste et c'est la Côte d'Ivoire, Abidjan, qui a accueilli Syriac Bogou à Abidjan, Côte d'Ivoire. Comment ça se passe? Comment êtes-vous organisé au plan du numérique? D'accord, donc comme vous l'avez dit, c'est vrai que le sommet Africtiviste devait se tenir à Nairobi, mais Abidjan l'a accueilli parce que Abidjan se veut être un hub digital. Ouais. Donc tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est donc écosystème et autres commence à être mis en place. Donc en termes de structuration, il faut dire aujourd'hui, c'est vrai que les gouvernants, donc le gouvernement est en train de prendre et en train de travailler sur une stratégie. J'ai la chance d'être membre de la commission économie numérique du patronat ivoirien, donc sur lequel donc on a été consulté pour pouvoir travailler sur la stratégie du numérique en Côte d'Ivoire. Donc on a fait des propositions au gouvernement, on leur a dit voici ce que nous voulons voir dans votre stratégie, voici comment nous pouvons vous accompagner dans cette mise en œuvre de cette stratégie, et je pense que la décision maintenant est au niveau gouvernemental pour voir l'effectivité de cette stratégie numérique de la Côte d'Ivoire qui va aller jusqu'aux années 2025. Vous l'avez dit, Africtiviste se retrouve dans 40 pays. C'est bien ça, 40 pays en Afrique. Ça veut dire que vous êtes un pouvoir, une puissance. Quel est l'impact de vos initiatives sur le continent? L'impact, c'est d'être d'abord un réseau d'influence et d'acteurs de changement, de se positionner comme étant déjà une force de contestation, parce qu'en Afrique, on a énormément de challenges et de défis qui se présentent devant nous, et nous l'avons tous vu. Ça passe par la transition démocratique, ça passe aussi par le respect des constitutions et le respect des agendas politiques, mais aussi l'accès à l'information, à la bonne information, la lutte contre les fake news, la lutte contre la cybercriminalité, mais aussi de promouvoir plus ou moins l'économie du numérique portée par ces jeunes qui s'organisent en start-up. On est présent dans ces pays-là. Le motif, plus ou moins, ce qui nous a poussé à aller vers une Union africaine des peuples par l'innovation numérique, c'est que en 2010, il y a eu déjà un mouvement ici solidaire porté par des jeunes acteurs de changement via le numérique pour apporter une réponse face à la crise. En 2012, chez nous, j'ai mis en place une plateforme qui a permis de faire le monitoring d'un processus électoral qui a amené Macky Sall au pouvoir. Donc c'est la participation.
Après, beaucoup de nos amis dans d'autres pays ont voulu faire la même chose, mais ne se sentaient pas libres de le faire. Certains ont payé le prix d'avoir ouvert tout simplement la bouche et de prendre des positions publiquement sur Internet. D'autres ont payé le prix de s'engager et de prendre des décisions, de s'opposer et de donner leur avis. Ce qu'on a voulu faire, c'est d'apporter une réponse à cette demande-là, en créant déjà une communauté de valeurs, une communauté de bonnes pratiques, et ensuite à trouver des mécanismes pour mettre en place des projets qui vont répondre à la demande au niveau du continent. D'accord, essayons de faire un état des lieux depuis la progression d'Internet jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes bien partis, parlant de l'Afrique? Nous sommes bien partis parce que déjà en Afrique, c'est le continent où il y a le plus de difficultés. Et aujourd'hui, la chance que offre Internet et le web, c'est d'essayer de prendre ces outils-là pour régler des problèmes. Donc, pour moi, je pense que c'est une chance. Maintenant, les difficultés qu'on rencontre, c'est que beaucoup, malheureusement, sont arrivés sur le web avec cette conscience de se dire c'est une plateforme où je peux dire n'importe quoi, où je peux dire tout ce que je veux, que c'est comme un no man's land pour certains. Puisqu'on parle de la liberté d'expression. Non, c'est vrai qu'il y a certes une liberté d'expression, mais c'est régi par des lois. Donc, c'est en cela que nos populations doivent être informés, doivent être sensibilisés, doivent surtout être formés sur les lois en vigueur dans ces pays-là par rapport à la loi. Pour la Côte d'Ivoire, donc le pays que je maîtrise le mieux, on a vu une loi passer par rapport à la cybercriminalité parce que malheureusement, la Côte d'Ivoire commençait à être blacklistée de plusieurs sites à l'international parce que la Côte d'Ivoire était comme une plateforme tournante, de tout ce qui est cybercriminalité. Une loi a été mise en place. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de discours haineux, nous voyons de plus en plus de fausses nouvelles, donc des fake news qui commencent à être diffusées. Une loi aussi a été prise par rapport à ça, donc pour que les gens savent dans quel canevas c'est situé. Donc c'est en cela que des organisations comme Africtivis ou bien toute autre organisation commencent à faire des caravanes pour sensibiliser la population à faire un usage responsable de cet outil qui est le web, de cet outil qui est Internet. Et je pense que c'est ensemble qu'on pourra y arriver. Donc voici un peu, si je peux faire cet état des lieux. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes à une phase où on doit, que ce soit société civile, que ce soit gouvernant, que ce soit institutions privées comme publiques, se mettre ensemble et dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que le numérique aujourd'hui soit quelque chose qui va rentrer dans tout ce qui est stratégie de développement de cette nation ou bien même de ce continent. D'accord, essayons de voir un peu quelques chiffres de la Banque mondiale qui évoquent une moyenne de 25% d'internautes en Afrique subsaharienne contre 60% en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, pour une moyenne mondiale de 50,8% contre 82% en Europe et 87,6% en Amérique du Nord. Le Tchad n'a que 6,5% d'internautes au sein de sa population, alors que l'Afrique du Sud a passé la barre des 57% en 2019. Quel commentaire vous faites sur ces chiffres? Qu'il nous reste beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. Aujourd'hui, le monde est en train de s'ouvrir et de se connecter à ces réseaux-là qui portent la transformation et la révolution numérique. Le monde a connu plusieurs révolutions, mais c'est des révolutions industrielles. Et si vous interrogez les chiffres, vous allez vous rendre compte aussi qu'on n'y avait pas pris part et qu'on a été plus ou moins des spectateurs. On a laissé les autres faire. Aujourd'hui, de presque 30 ans, 35 ans après la création d'Internet par Tim Berners-Lee, l'Afrique est en train de s'attarder sur des détails qui, au final, vont nous pousser à dépendre encore des autres. Je m'explique. Revoyez la carte de l'Afrique. Nous en avons parlé durant ce sommet et c'était l'une des lignes directrices de mon discours, de mon intervention. Après la conférence de Berlin, l'Afrique s'est retrouvée en plusieurs couleurs, 4. Les francophones, les anglophones, les lusophones et le Maghreb. Parce qu'il fallait se partager le continent. Aujourd'hui, vous reprenez la même carte du continent. Vous mettez les couleurs des différentes superpuissances du numérique qui nous ont branchés à la fibre optique ou à l'ADSL ou qui nous vendent même la 5G. Vous allez vous retrouver avec 5 à 6 couleurs. Cela veut dire quoi? Qu'on est en train, encore une fois, d'hypothéquer ce continent à des puissances étrangères qui, au final, dans un futur proche, vont nous dicter ce qu'il faut faire, vont avoir nos pays
entre leurs mains parce que tout simplement, ils vont détenir nos données. Ils vont assurer notre sécurité. Ils vont pouvoir manipuler toutes les informations et aussi toutes les informations stratégiques et géopolitiques nous concernant. Et nous allons dépendre d'eux. On parle de souveraineté numérique, on parle de sécurité numérique. Mais la souveraineté, nous savons tous qu'aucun État n'est capable de s'en sortir seul. Nous dépendons les uns des autres. Ce qu'il faut éviter, et c'est ça notre plaidoyer, c'est de dépendre exclusivement que des autres. Et c'est ce qui est en train d'arriver malheureusement. Regardez comment on dépend exclusivement des autres. Nos data centers sont construits et nous ont été offerts par des puissances. Nos infrastructures techniques ont été construites ou offertes par des autres puissances. Le matériel qu'on utilise dans nos ministères, au niveau des présidences, ça paraît banal. Mais c'est des dons qu'on reçoit très souvent de d'autres pays. Et on se glorifie de recevoir ces dons-là. Même les mécanismes de surveillance au niveau de nos pays, que ce soit les caméras de surveillance et autres, c'est des dons que nous recevons de structures. Il est très simple aujourd'hui de collecter des données et ensuite d'utiliser ces données-là pour aller développer une politique économique pour répondre à des besoins. Et il y en a qui savent le faire. Avec votre téléphone portable, il suffit juste d'installer une application Torch pour que celui qui a conçu l'application peut savoir très concrètement dans quelle partie du pays il n'y a pas d'électricité et il y a un besoin de vente de lampes torches. Ils vont aller construire des lampes torches et venir vous les proposer à des prix accessibles. Et comme ça, eux, ils se feront de l'argent sur la base des informations qu'ils vont récolter chez nous, tout simplement parce que nous, on est dans le besoin. Et c'est pourquoi nous avons lancé durant ce sommet un plaidoyer à l'endroit des acteurs politiques. On leur a tendu une main pour leur dire, venez, nous allons discuter. Nous sommes les acteurs. Nous apprenons la même chose que l'Américain ou le Japonais. Nous utilisons les mêmes outils qu'eux. Nous sommes sur le même niveau. Et c'est une chance pour l'Afrique d'être au même niveau que les autres. Pour une fois, saisissons la chance que nous offre cette transformation digitale, cette révolution, pour que l'Afrique y prenne part, pour que demain, on ne va pas subir comme on a subi les précédentes révolutions. Est-ce que vous pensez que votre ouverture d'esprit, votre approche, elle est suffisamment partagée par les gouvernants au niveau de l'Afrique? Oui, moi je dirais oui, dans la mesure où je prends, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, j'ai la chance d'être membre d'une task force d'une organisation qui est présente dans plus de 53, qui est présente dans 53 pays. Et on a la chance de travailler avec les gouvernants sur la mise en place de politiques en matière d'innovation. Donc c'est des choses qui ne se faisaient pas il y a 5-10 ans en arrière parce qu'on n'appelait pas ces jeunes-là aux tables de discussion, même aux tables de réflexion. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont des projets, ils nous associent. On donne notre point de vue parce que c'est nous qui sommes au plus près, non seulement des populations, mais qui voyons aussi ce qui peut arriver dans le domaine de la prospective. Donc, on fait nos propositions. Vous avez l'expertise. Voilà, donc, et aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que certaines de nos propositions sont aujourd'hui des schémas directeurs dans certaines organisations, dans certains États, dans certaines institutions. Et ça, pour nous, c'est une fierté parce qu'on nous associe aujourd'hui à la table de discussion, ce qui ne se faisait pas ailleurs. Et je pense que c'est à encourager. Ce que je peux dire pour ajouter, c'est qu'en plus de cela, ce qu'on leur a dit, on leur a dit que c'est vrai, vous nous associez, mais nous n'avons pas la science infuse. Aujourd'hui, il faudrait que vous puissiez faire ce qu'on appelle, comment je vais dire ça, un appel, pas forcément un appel public, c'est-à-dire lorsqu'on a pris des décisions, voici les décisions qui ont été prises, ça soit sur une plateforme, ça soit sur un lieu où tout le monde peut aller donc faire une consultation public, de telle sorte qu'au lieu d'avoir l'avis de 2, 3, 4 experts ou bien une dizaine, une vingtaine d'experts, on puisse avoir l'avis d'une centaine, pourquoi pas de milliers d'experts qui puissent donner leur point de vue pour que cette stratégie soit la plus globale et inclusive possible pour que lorsqu'on la met en œuvre, personne ne se sente lésé, mais se sente au contraire membre et acteur dans ce qui a été fait parce qu'il sait qu'il y a du sien à l'intérieur. Nous sommes encore dans la crise de coronavirus. Quelles sont les leçons apprises à partir de cette crise qui peuvent booster donc le numérique en Afrique? Encore une fois, la faiblesse du continent, les leçons apprises à notre niveau. Nous avons mené une étude qui a été faite dans 10 pays au niveau de la sous-région, y compris la Côte d'Ivoire. C'était une façon de recenser le niveau d'implication des jeunes et comment ces jeunes-là se sont mobilisés pour apporter une réponse à leur niveau face à cette pandémie. On a tous senti l'impuissance de en fait, pas que nos autorités, mais du monde, face à cette pandémie. Il fallait être solidaire et apporter une réponse. Mais
l'étude nous a montré que les jeunes qui ont été interrogés, ils sont plus de 100, se sont investis volontairement dans du bénévolat, ont pris de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de leurs connaissances et de leurs compétences pour mettre à la disposition de la société. Ils n'ont pas été accompagnés, la majeure partie. Et beaucoup ont utilisé le numérique. Cela nous enseigne quoi? Que le numérique qui est en train aujourd'hui d'être pointé du doigt comme étant une arme contre certains régimes est une réponse à nos problèmes. Ce qu'on doit apprendre aussi, c'est que le numérique et les idées portées par les Africains ont été utilisées par d'autres pays pour faire combattre la pandémie. Pourquoi nous, Afrique, on doit attendre à ce que des propositions ou bien des solutions viennent d'ailleurs, alors qu'on a la compétence, on a l'expertise au niveau local. Cela nous apprend qu'il y a encore à faire au niveau de la coopération et de la concertation, mais aussi des approches inclusives avec les autorités politiques. Moi, j'applaudis quand ça marche, j'applaudis quand ils le font, mais c'est jamais assez. Ensuite, aller vers une politique de transparence chez nous ou ailleurs. Nous avons assisté à une levée de fonds. Ok, quand c'est une levée de fonds, tout le monde est au courant. Mais quand les fonds arrivent et qu'on doit les gérer, personne n'est au courant de comment l'argent va être dépensé. Et ça encore, c'est des lacunes. Ce n'est pas ce qui se fait ailleurs. Ensuite, on doit se poser des questions sur le plateau médical qu'on a au niveau du continent. Prendre de l'argent, aller faire un voyage pour aller se soigner ailleurs, ça devrait nous interpeller tous. Est-ce qu'on doit constamment dépendre des autres? Est-ce qu'on doit constamment hypothéquer notre santé et qu'on doit toujours aller se soigner ailleurs? Ou est-ce qu'on doit investir chez nous pour qu'on ait assez de dispositifs de ce genre pour que les Africains puissent rester chez eux et se soigner? Dans cette histoire avec la pandémie, on a été sauvés par quelque chose qui ne dépend pas de nous. On a été épargné par quelque chose qui ne dépend pas de nos acteurs politiques. Et si on avait subi cette pandémie comme l'a subi la Chine ou les États-Unis ou l'Europe, aujourd'hui, ça allait être très compliqué pour nous parce qu'on connaît tous les conditions dans lesquelles nous vivons et nous évoluons. Et encore une fois, je lance un appel à nos acteurs politiques. Le numérique est une réponse à ces problèmes et il est temps qu'on s'y consacre toutes nos énergies. Parlons de la régulation. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à tout ce qui est loi pour pouvoir donc essayer de réguler un certain nombre de choses. On se rend compte que à l'approche des élections, des grands événements, les autorités essaient de taper un peu dessus, de restreindre l'accès. Quel est votre avis sur cette question? Déjà, ça c'est mon côté activiste qui va parler parce que pour nous, on pense que l'information doit circuler. Il doit circuler et pourquoi on arrive à ce positionnement, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que déjà la population n'est pas aussi informée qu'on ne le pense. Et aujourd'hui, un monitoring des élections, tout le monde peut le faire. Maintenant, après, en termes de, comment je vais dire ça, diffusion des résultats, il y a seulement une seule institution qui a la possibilité de le faire. Et ça, la population doit le savoir. Sinon, on peut monitorer, on peut savoir si on a gagné ou pas. Ça, tout le monde peut le savoir dans les différents QG pour avoir mis en place ces genres de stratégies. Ça se fait. Maintenant, où le bas blesse, c'est que souvent, les gens ont peur de se dire « j'ai perdu ». Ils n'ont pas l'honnêteté ou bien l'humilité de constater qu'ils ont perdu. Donc c'est ce qui emmène certaines positions, et surtout quand ces personnes sont au pouvoir, à restreindre non seulement la connectivité, mais aussi souvent même à la couper. Mais plus vous coupez, plus il y a une autre manière de contourner. Nous, on a vu des pays où la connexion était interrompue, mais on est passé par d'autres moyens pour faire passer des messages dans ces pays-là, et les personnes étaient étonnées de savoir que dans ce pays, il n'y avait pas Internet, mais les gens continuaient à faire passer le message via Internet. Aujourd'hui, tu ne peux pas le faire parce qu'il y a tellement de moyens de contourner. Donc, je pense qu'en le faisant, non seulement on se rabaisse, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des institutions qui sont là rien que pour regarder si Internet est coupé dans un pays. Et en termes de ranking, après, dans certains classements, on est étonné que nos pays soient à certains niveaux. Mais c'est parce qu'on regarde tous ces petits détails. C'est parce qu'on voit, est-ce que vous donnez la parole à tout le monde?
Est-ce que vous cherchez à restreindre? Pour d'autres, c'est pas la restriction qu'ils font, c'est de mettre des taxes sur l'utilisation, par exemple, d'un service. Par exemple, on sait que aujourd'hui, par exemple, la messagerie instantanée est de plus en plus utilisée. On s'est dit, bon, comme dans ce pays-là, on utilise beaucoup plus la messagerie instantanée, les autres services peuvent être gratuits, mais quand tu veux utiliser la messagerie instantanée, il faut payer encore plus. On a vu des pays où ça avait commencé, et nous, quand on a fait le plaidoyer, les 2 jours qui ont suivi, le gouvernement était obligé de revenir à la normale, parce que c'est pas dans des pays comme la Suède, la Norvège, Internet est un droit. C'est-à-dire, quand on n'a pas Internet, je peux aller me plaindre pour dire j'ai pas Internet, et tu dois avoir Internet. Pourquoi pas chez nous ici en Afrique? Je pense que c'est des discussions qui continuent à être faites, et c'est des échanges qu'on continue à avoir avec nos pouvoirs, avec aussi d'autres institutions, avec d'autres bailleurs de fonds, pour dire qu'aujourd'hui, on voudrait que le numérique, comme Cheikh Fall l'a dit, soit une chance pour tout le monde. Moi, aujourd'hui, je connais des personnes qui n'ont pas la chance de payer un billet d'avion, d'aller s'inscrire dans une grande école, dans une université de renommée, qui sont rien que chez eux, même dans le village le plus reculé. Il suffit de faire des cours en ligne et il a le certificat de cette école-là et qu'il peut mettre dans son CV, et demain, ça lui donne une valeur ajoutée dans son CV. C'est possible aujourd'hui avec le numérique. C'est possible aujourd'hui avec le numérique d'avoir des informations en temps réel sur comment je dois cultiver dans mon champ parce qu'il y a telle ou telle température, donc quelle semence je dois mettre. Aujourd'hui, c'est possible de le faire avec le numérique. Je pense qu'on doit saisir la perche et se dire qu'aujourd'hui, on voudrait voir dans nos pays tel nombre de personnes qui ont tel résultat, tel impact, que ce soit en employabilité, que ce soit en numéraire et autres, pour voir le développement de nos pays grâce au numérique. On sent beaucoup d'espoir et d'assurance dans les propos que vous tenez. Comment est-ce que vous voyez le cyberespace dans les prochaines années en Afrique? Alors, beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de crainte, par rapport à ces ennemis de la démocratie. Moi, je les appelle des ennemis de la démocratie, ces dirigeants-là qui osent et qui prennent le courage de couper Internet au XXIe siècle. C'est un peu aberrant parce qu'un outil qui a été créé pour la communication, le partage, l'accès à l'information, l'interconnexion, quand on coupe, c'est parce qu'on a des velléités qui n'ont absolument rien à voir avec la connexion et le pouvoir de partager. Internet, ce n'est pas que pour prendre la parole, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Ils oublient que même votre chaîne de télé fonctionne grâce à Internet. Ils oublient que même des sociétés travaillent et arrivent à faire des millions de revenus par jour grâce à Internet. Et cela n'a absolument rien à voir avec les réseaux sociaux. Donc, vouloir assouvir des envies politiques au point de porter atteinte à des droits humains, parce que ça devient un droit, c'est être un ennemi de la démocratie. Donc, il y a énormément de craintes. Et c'est dommage qu'on en soit à ce niveau sur le continent, tout simplement parce qu'il y a ce fossé-là qui existe entre nous, comment on voit la transformation digitale et comment elle se présente comme étant une chance, et la manière dont ça c'est interprété par nos acteurs politiques qui voient dans cette transformation digitale une menace. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas souvent à s'entendre sur certains points. Donc oui, positif, parce que nous savons ce que nous faisons, nous savons qui nous sommes, nous savons où nous voulons aller, mais des craintes parce que nous continuons d'élire des personnes qui n'ont pas la même vision que nous, qui ne veulent pas avoir une écoute active, qui n'aiment pas le dialogue contradictoire et qui n'aiment pas non plus aller dans des exercices inclusifs comme on a l'habitude de le voir ailleurs. D'accord, vous êtes des jeunes, vous êtes des experts, on dira vous êtes la plupart du temps pas de l'avenir, mais vous êtes en même temps ceux qui travaillent pour le présent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des compétences, qui sont très intelligents, qui ont des valeurs, mais qui utilisent autrement ces outils formidables. Quel est votre message à leur endroit pour qu'ensemble cette Afrique leur soit portée? Déjà, c'est de leur dire d'arrêter ce qu'ils font qui n'est pas bien avec le numérique, et que le numérique aujourd'hui permet, je pense que cette compétence peut être transformée. On a vu des cas, on a déjà coaché des jeunes dans ce sens-là qui, pour la plupart, comme on le dit en Côte d'Ivoire, étaient des brouteurs, donc des cybercriminels, qui ont été reconvertis et qui aujourd'hui travaillent pour la bonne cause de ce numérique-là, parce qu'on leur a montré comment utiliser ce numérique-là pour avoir sainement et gagner sainement sa vie. C'est possible. Il faut juste de la formation, il faut juste de la volonté, que ce soit au niveau politique, au niveau même de la personne aussi, parce qu'il y a ce que tu peux dire à la personne, il y a ce que la personne veut comme ambition. Et ces personnes-là, c'est pour elles qu'on fait assez de promotion, de dire, vous avez vu ces jeunes-là à des conférences, voici sa vie entière,
antérieurement, et voici sa vie aujourd'hui. Il est formateur au même titre que nous. Il est consultant aujourd'hui au même titre que nous. Tout simplement parce qu'il a voulu changer de voie. C'est possible. Et je pense que ce n'est pas encore tard pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent. Si vous pensez que vous avez, vous utilisez votre talent pour faire des choses qui ne sont pas saines et autres, je vous prie de contacter la chaîne qui va nous faire le compte rendu et nous, on se mettra toujours à votre disposition pour chercher à vous accompagner. Parce qu'on a trouvé des cas où des jeunes ont envie de sortir, mais l'environnement les en empêche. Donc, c'est après voir comment des mécanismes, aujourd'hui, il y a tellement de mécanismes pour pouvoir encadrer et coacher ces jeunes-là pour qu'ils puissent en sortir et montrer aux autres que c'est possible d'utiliser Internet pour gagner sa vie. C'est possible aujourd'hui d'utiliser son talent pour être au service de sa nation. Aujourd'hui, c'est possible d'utiliser ce qu'on sait faire dans le numérique pour être aujourd'hui des acteurs de changement, pas seulement pour notre pays, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. On dira merci d'avoir été sur notre plateau. C'est une très belle conclusion qui va mettre un terme à cette émission. Merci Cheikh Fall, vous êtes président de Africtiviste. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous. Merci à Cyriac Gbogou qui est également expert consultant en digital. Merci pour toutes vos belles propositions qui feront bouger l'Afrique, on dirait l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain. Merci et merci à toute l'équipe. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.